La pauvre petite fille chantait devant un hôtel pour payer le traitement de sa mère, jusqu'à ce qu'un millionnaire la voie et soit ému en se souvenant de sa fille décédée. Chaque après-midi, lorsque les aiguilles de l'horloge approchent doucement les 5 heures, Élise se place au même endroit, juste en face de l'entrée principale de l'Hôtel des Lumières, dans le quartier Bellecour à Lyon. Elle pose délicatement une boîte en carton devant elle, la redresse pour qu'elle ne s'envole pas avec le vent, et ajuste la fine écharpe qu'elle porte même en automne, comme si le tissu était une barrière contre le froid du monde. Elle a 10 ans, un âge où la plupart des enfants rentrent de l'école en traînant leur cartable, mais elle chante. D'une voix douce, parfois un peu tremblante, elle laisse s'échapper des mélodies anciennes, celles qu'elle a apprises de sa mère. Il n'y a ni arrogance ni supplication dans sa manière de chanter, juste une forme de dignité fragile, comme si chaque mot porté par le vent avait un poids invisible. Les passants s'arrêtent rarement. Certains jettent une pièce, un sourire gêné, puis s'éloignent en baissant les yeux. D'autres ne la remarquent même pas, happés par leur conversation, leur téléphone ou simplement leur fatigue. Mais Élise ne chante pas pour attirer l'attention. Elle chante parce qu'elle a besoin de le faire. Parce qu'au 4e étage du vieil hôpital Édouard Herriot, sa mère, Camille, lutte chaque jour contre une maladie pulmonaire qui gagne du terrain. Une maladie que les médecins connaissent, mais que le système de santé, débordé et lent, peine à traiter rapidement. Il faut des médicaments spécifiques, coûteux, des soins que l'hôpital public ne peut fournir à temps. Et Camille, trop faible pour parler longtemps, sourit encore à sa fille lorsqu'elle entre dans la chambre avec une petite bouteille de jus ou quelques mandarines dans un sac. Élise a décidé seule. Elle n'a pas voulu mendier, ni supplier. Elle voulait offrir quelque chose. « Si je dois demander, autant que ce soit avec quelque chose qui vienne de moi », avait-elle dit un jour à l'infirmière, en repliant son manteau trop grand pour elle. Et ce quelque chose, c'était sa voix. Une voix fine, claire, troublante parfois, qui s'élève au-dessus des moteurs et des klaxons, portée par une étrange pureté. Chaque chanson est choisie avec soin. Certaines racontent l'espoir, d'autres la perte, mais toutes parlent d'amour. Un amour simple, celui qu'elle ressent pour sa mère. Ce trottoir est devenu son théâtre muet. Les dalles grises, l'entrée tournante de l'hôtel, les reflets sur les vitres, tout fait partie de la scène. Même les regards indifférents, même les bourrasques de vent qui brouillent les notes, font partie du rituel. Parfois, un employé de l'hôtel lui apporte un petit chocolat chaud dans un gobelet. Il ne dit rien, elle non plus. Ils échangent un regard, et cela suffit. Il y a une forme de respect silencieux qui s'est installée avec le temps. Le soir, quand la lumière décline et que le froid commence à piquer ses doigts, Élise range la boîte, compte silencieusement les pièces et les glisse dans une enveloppe. Ensuite, elle prend le tram et marche les derniers mètres jusqu'à l'hôpital. Elle n'a pas peur, même dans les rues sombres. Peut-être parce que la peur la visite déjà tous les jours, sous une autre forme. La peur que sa mère ne se réveille pas un matin. La peur que les pièces dans la boîte ne suffisent pas. La peur que personne ne l'écoute, mais elle chante quand même. Chaque jour, elle revient. Elle sait qu'elle ne peut pas tout contrôler, mais elle peut au moins faire ça. Être là, chanter, espérer que les notes touchent quelqu'un, quelque part. Elle imagine parfois qu'un miracle arrivera. Pas un miracle spectaculaire, juste une rencontre, un mot, un geste qui changerait la trajectoire des choses. Ce qu'elle ne sait pas encore, ce qu'elle ne peut pas deviner, c'est qu'un soir, alors que la pluie rendra les trottoirs brillants comme des miroirs, un homme s'arrêtera enfin. Pas pour une pièce, pas par pitié, mais parce que sa voix réveillera en lui une douleur qu'il croyait enfouie à jamais. Et à partir de ce moment-là, rien ne sera plus comme avant. La pluie tombait doucement sur Lyon ce soir-là, une pluie fine et constante qui recouvrait les trottoirs d'un éclat laiteux. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune, floue, reflétée dans les flaques qui se formaient au coin des rues. L'air était chargé d'humidité, et les passants pressaient le pas sous leur parapluie où les manteaux remontaient jusqu'au menton. Devant l'Hôtel des Lumières, Élise était là, fidèle à sa place, ses chaussures mouillées et sa boîte en carton légèrement détrempée. Sa voix, pourtant, continuait de s'élever avec une justesse étonnante. Ce jour-là, elle avait choisi une chanson ancienne, douce, presque murmurée, que sa mère lui chantait quand elle était petite. Il y avait dans cette mélodie une tendresse infinie, une tristesse sans plainte, une nostalgie que même une enfant de 10 ans pouvait ressentir sans l'expliquer. À cet instant précis, les portes automatiques du grand hôtel s'ouvrirent dans un léger souffle. Un homme sortit, tenant une mallette noire dans une main,
et serrant le col de son manteau avec l'autre. Il s'appelait Laurent Morel, 43 ans, dirigeant d'une entreprise florissante dans le domaine de l'ingénierie industrielle. Son visage, marqué par des journées sans pause et des nuits écourtées, semblait sculpté dans une fatigue permanente. Les traits tirés, les paupières lourdes, il ne s'attendait à rien d'autre qu'à rejoindre son chauffeur, rentrer à son appartement vide et dîner seul face à des dossiers. Mais avant de descendre les quelques marches du parvis, il s'immobilisa. Une voix, claire, fine, dérangeante dans sa beauté. Il la reconnut immédiatement. Pas la voix en elle-même, mais ce qu'elle provoquait. Un frisson, une pression dans la poitrine, une mémoire vive, la chanson. Cette chanson, celle qu'Alice, sa fille, chantait le soir avant de s'endormir. Celle qu'il n'écoutait qu'à moitié à l'époque, accaparée par ses rendez-vous, ses courriels, ses ambitions. Celle qui était revenue le hanter quand elle n'était plus là. Il resta figé, incapable d'avancer. L'espace d'un instant, tout ce qui l'entourait, la pluie, les taxis, les bruits de la ville, s'effaça. Il n'y avait plus que cette voix, et cette petite silhouette debout dans le froid, chantant sans chercher à impressionner, sans attendre qu'on s'arrête. Il n'aurait pas su expliquer ce qu'il ressentait, ni pourquoi ses mains tremblaient légèrement. Il ne croyait pas aux signes, encore moins aux coïncidences providentielles. Il n'y avait aucune magie dans son quotidien, seulement des échéances, des chiffres, des stratégies. Pourtant, à cet instant précis, une émotion brute l'envahit, quelque chose de viscéral, comme une faille qui s'ouvrait en lui, sans avertissement. Élise ne l'avait pas vu s'arrêter. Elle continuait à chanter, concentrée, les yeux posés sur un point invisible devant elle. Elle ignorait qu'un homme se tenait là, paralysé, envahi par un souvenir trop douloureux pour être nommé. Laurent voulut s'approcher et dire quelque chose, peut-être déposer une pièce dans la boîte, mais ses jambes ne le portaient plus. Il se contenta de regarder. Ce n'était pas seulement la voix, c'était aussi la posture, la manière dont elle tenait ses mains, l'une contre l'autre entre deux couplets. Les yeux baissés, cette forme de douceur contenue. Alice faisait la même chose. Cette ressemblance n'avait rien d'objectivement frappant, et pourtant, pour Laurent, elle était foudroyante. Il se revoyait dans la chambre de l'hôpital des années plus tôt, incapable de soutenir le regard de sa fille mourante, tentant de négocier des heures avec le destin comme s'il s'agissait d'un contrat. Un coup de klaxon le sortit brusquement de sa torpeur. Son chauffeur l'attendait au coin de la rue, feu de position allumé. Il détourna le regard, s'éloigna rapidement, sans déposer de pièces, sans mots, sans explication. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Dans la voiture, il resta silencieux. Le chauffeur, habitué aux longues soirées d'hommes d'affaires épuisés, ne posa pas de questions. Laurent regardait la pluie sur la vitre, les gouttes qui dessinèrent des lignes tremblantes, irrégulières, comme ses pensées. Arrivé à son appartement, il refusa le dîner préparé par la gouvernante, s'enferma dans son bureau et alluma la lampe de bureau, seule source de lumière dans la pièce. Il ouvrit un tiroir, hésita, puis sortit une petite boîte en bois qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, des objets anodins, un bracelet tressé, une mèche de cheveux, une photo pliée au coin, et un carnet à spirale, usé, aux pages couvertes d'une écriture enfantine, le journal d'Alice. Il en effleura la couverture, puis le referma aussitôt, incapable d'affronter ses mots ce soir-là. Il s'assit, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant la bouche, et resta là, immobile. La voix d'Élise résonnait encore dans sa tête, plus insistante que n'importe quel souvenir. Il ne comprenait pas pourquoi cela le bouleversait autant. Il savait simplement qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Pas cette fois, pas encore. Ce n'était pas un hasard. C'était une faille dans son quotidien rigide, un appel silencieux lancé depuis un trottoir humide, au milieu d'une ville qui, jusque-là, ne lui disait plus rien. Et ce soir-là, pour la première fois depuis la mort d'Alice, Laurent Morel sentit une brèche s'ouvrir quelque part en lui. Non pas vers le passé, mais vers une question qu'il n'avait jamais osé se poser. Était-il encore capable de faire quelque chose de juste, sans intérêt, sans stratégie, sans retour attendu? Le lendemain, sans qu'il ne sache encore pourquoi, il demanda à son assistant d'annuler son dîner d'affaires. Il savait qu'il reviendrait devant l'hôtel. Il savait qu'il voulait la revoir. Non pour retrouver le fantôme d'Alice, mais parce que cette voix, dans son étrangeté bouleversante, avait réveillé quelque chose qu'il croyait mort. Il ignorait ce qu'il ferait, ce qu'il dirait.
Il savait simplement qu'il ne pouvait pas passer à côté. Le réveil sonna à 7 heures du matin, mais Laurent était déjà éveillé. Il n'avait presque pas dormi. La pluie s'était arrêtée au milieu de la nuit, laissant derrière elle une ville humide et grise, mais dans son esprit, la voix d'Élise résonnait encore comme un écho tenace. Il avait essayé de se plonger dans ses dossiers en rentrant, de lire les rapports empilés sur sa table, mais rien n'y faisait. Les lettres dansaient, les chiffres perdaient leur sens. Il s'était contenté de rester dans son fauteuil, les yeux fixés sur la fenêtre, le carnet d'Alice posé à côté de lui, toujours fermé. Il n'était pas prêt à l'ouvrir. Pas encore. Dans la salle de bain, il se lava le visage à l'eau froide, espérant effacer les cernes et la lassitude. Il s'habilla avec soin comme à son habitude, costume sombre, cravate sobre, chaussures impeccables. À l'extérieur, la ville reprenait son rythme. Les klaxons, les moteurs, les voix pressées formaient un fond sonore habituel, mais rien ne lui semblait tout à fait normal. Le monde avait changé depuis la veille, ou peut-être était-ce lui. Au petit déjeuner, il repoussa l'assiette sans y toucher. La gouvernante l'observa avec un discret froncement de sourcils, mais n'osa rien dire. Elle avait appris à respecter les silences de son employeur. Il quitta l'appartement sans un mot, traversa le hall de l'immeuble, monta dans la voiture et demanda à son chauffeur de le déposer au bureau. Le trajet se fit sans échange. Il passait en revue dans sa tête les tâches du jour, les réunions prévues, mais chaque tentative de concentration était parasitée par l'image d'une petite fille debout sous la pluie, chantant avec une voix trop grande pour son âge. Au bureau, il tenta de retrouver son aplomb habituel. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, ouvrit son ordinateur portable, salua brièvement ses collaborateurs venus lui présenter les derniers chiffres. Il hochait la tête, posait des questions mécaniques, mais il n'écoutait pas vraiment. À plusieurs reprises, son esprit dériva et il se surprit à griffonner des lignes sans fin sur un coin de feuille. Vers 11 heures, il coupa court à une réunion en prétextant une urgence personnelle. Les visages autour de lui montrèrent une surprise discrète, mais personne n'osa commenter. Laurent Morel, toujours rigoureux, ne quittait jamais une réunion sans motif valable. Ce jour-là, il en créa un de toutes pièces. De retour chez lui, il monta directement à l'étage, ouvrit l'armoire de la chambre qu'il n'utilisait plus depuis longtemps, celle d'Alice. Tout était resté en place. Les murs pâles, les rideaux décorés de petites étoiles, les livres alignés sur les étagères, certains encore marqués par un signet en forme de cœur. Il s'approcha du lit, s'assit au bord, puis prit le carnet qu'il avait rapporté de son bureau. Il l'ouvrit lentement, page après page, lisant les mots d'une enfant qui décrivait ses journées, ses rêves, ses douleurs. Il retrouva des phrases simples, parfois mal orthographiées, mais empreintes d'une lucidité désarmante. Et surtout, il y avait des mentions répétées à lui, son père, des appels silencieux, des mots qu'il n'avait jamais entendus à voix haute. Une phrase attira son attention, écrite d'une écriture plus hésitante que les autres, comme si elle avait été griffonnée avec effort. « Papa travaille beaucoup, mais je sais qu'il m'aime, j'aimerais qu'il soit là plus souvent, même s'il ne dit rien, juste là. » Il relut ces mots plusieurs fois, incapable de détourner les yeux. La culpabilité, cette compagne silencieuse, s'installa à ses côtés comme une évidence. Il avait raté des moments qu'on ne peut pas revivre, ignoré des signaux, minisé l'urgence au nom de responsabilités qu'il croyait plus importantes. Il avait cru que l'amour se prouvait par les moyens, les soins, les décisions. Il avait oublié que la présence, parfois silencieuse, valait bien plus. Il referma le carnet avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Ce qu'il venait de lire ne lui apportait pas de réconfort, mais une forme de clarté. Il ne savait pas ce qu'Élise représentait exactement dans sa vie, ni pourquoi sa présence l'avait bouleversé à ce point, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Pas comme il avait ignoré les besoins silencieux de sa propre fille. En fin d'après-midi, au lieu de se rendre à son rendez-vous prévu avec des investisseurs étrangers, il retourna à l'Hôtel des Lumières. Cette fois, il arriva plus tôt, s'installa à l'intérieur près d'une des grandes fenêtres donnant sur la rue. Il observa. La lumière déclinait lentement, et les passants se faisaient plus rares. Puis il la vit. Élise, avec sa petite boîte, son manteau trop grand et son sac en toile accroché à l'épaule. Elle s'installa sans hâte, regarda autour d'elle, puis commença à chanter. La même chanson que la veille, ou peut-être une autre, il n'aurait su dire. Sa voix était toujours aussi claire, mais quelque chose avait changé dans son regard. Il y avait une fatigue nouvelle,
une tension discrète. Il resta là, à l'intérieur, sans bouger. Il n'osait pas sortir. Il ne savait pas comment l'aborder, ni ce qu'il pourrait dire. Il n'était pas sûr qu'il voulait lui parler. Il voulait juste la revoir, s'assurer qu'elle était bien réelle, que la sensation de la veille n'était pas une illusion passagère. Il resta ainsi jusqu'à la fin de la chanson, jusqu'à ce qu'elle se penche pour ramasser quelques pièces, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Lorsqu'il quitta l'hôtel, la nuit était tombée. Il se sentit plus seul encore qu'à son arrivée. Mais il savait une chose, il ne pouvait plus revenir en arrière. La présence d'Élise avait réveillé quelque chose d'essentiel, une faille qu'il ne pouvait plus refermer. Il ne s'agissait pas d'une substitution, ni d'un transfert. C'était autre chose. Une prise de conscience brutale et intime que certaines rencontres sont des rappels à l'ordre, et que parfois, un simple chant peut faire vaciller les certitudes les plus solides. Laurent retourna à l'hôtel dès le lendemain, cette fois en prenant soin d'arriver à l'heure exacte où il avait vu Élise commencer à chanter les jours précédents. Il ne s'installe pas à l'intérieur, ni ne reste en retrait. Il reste debout, à une distance respectueuse, observant la petite silhouette qui, comme chaque après-midi, déplie sa boîte de carton et ajuste son sac contre le mur du trottoir. La scène est semblable à celle des jours passés, mais Laurent se sent différent. Il a passé la matinée à se demander s'il devait intervenir, s'il avait le droit de faire quoi que ce soit. Une part de lui voulait simplement tendre une main, une autre redoutait de se tromper encore, comme il l'avait fait tant de fois auparavant avec Alice. Mais il avait décidé de venir, et il avait glissé dans sa poche un billet soigneusement plié. Élise commence à chanter sans le remarquer d'abord. Les premiers mots sont timides, presque murmurés, mais gagnent peu à peu en assurance. Une chanson douce, peu connue, sur l'attente et le retour, sans grande envolée mais d'une sincérité désarmante. Laurent écoute, les bras croisés, le regard fixé sur elle. Il attend qu'elle termine le couplet avant d'avancer lentement, sortant le billet de sa poche. Il se penche, le bras tendu, mais au lieu de le déposer discrètement dans la boîte comme il l'avait d'abord prévu, il le tend directement à la fillette. Élise s'interrompt aussitôt. Elle le regarde sans agressivité, mais avec une lucidité étonnante. Ses yeux ne sont pas ceux d'une enfant gâtée ni d'une mendiante habituée à la pitié. Ils sont calmes, profonds, presque adultes. « Je préfère que vous le mettiez dans la boîte », dit-elle simplement. Sa voix est douce mais ferme. Laurent reste figé, surpris. Il ne répond pas tout de suite. « C'est pour vous », dit-il enfin. « Vous chantez très bien. » Elle incline légèrement la tête. « Merci. Si vous avez aimé, alors oui, vous pouvez le laisser dans la boîte. Sinon, ce n'est pas grave. » Le silence s'installe entre eux. Laurent baisse lentement la main, regarde le billet puis le dépose comme elle l'a demandé. Il se redresse puis reste là sans trop savoir quoi faire. Élise recommence à chanter comme si de rien n'était. Pourtant, quelque chose a changé. Le regard de l'homme n'est plus celui d'un passant. Et la voix de l'enfant, bien qu'également inchangée, semble plus présente, plus ancrée dans l'instant. Laurent ne part pas. Il reste debout, un peu à l'écart, jusqu'à ce qu'elle termine. Quelques personnes passent, certaines la regardent, d'autres non. Une vieille femme dépose 2 pièces. Un adolescent rit en passant, mais Élise ne bronche pas. Elle termine la chanson, incline la tête en guise de remerciement, puis s'accroupit pour ranger sa boîte. C'est alors qu'elle remarque qu'il est toujours là. « Vous êtes encore là » dit-elle sans moquerie, mais avec curiosité. « Oui » répond-il simplement. « J'avais envie d'écouter jusqu'au bout. » Elle hoche la tête. Il n'y a ni gêne ni empressement. Elle se lève, accroche de nouveau son sac sur l'épaule. « Je dois y aller maintenant. » Laurent hésite, puis fait un pas de côté pour la laisser passer. Elle le salue d'un léger signe de tête et s'éloigne. Il ne la suit pas cette fois, mais ses yeux la suivent longtemps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Lorsqu'il rentre chez lui ce soir-là, il se sent étrangement apaisé. Pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, ni parce qu'il pense avoir changé quoi que ce soit, mais parce qu'il a respecté le cadre qu'elle a imposé. Ce n'est pas de la charité qu'elle attend, pas un sauvetage, juste un regard vrai, et peut-être une écoute sincère. Les jours suivants, il revient à la même heure, toujours discret, toujours à distance. Parfois, il dépose quelque chose dans la boîte, d'autres fois, il écoute seulement. Élise, de son côté, ne lui parle plus, mais elle le remarque. Par un regard rapide, un hochement de tête discret, elle reconnaît sa présence. Ils ne sont pas devenus proches,
mais une forme de pacte silencieux s'est instaurée entre eux. Elle continue à chanter, lui continue à écouter. Un soir, la pluie revient, fine et froide. Élise est là malgré tout. Son manteau est plus usé qu'il ne le paraissait. Ses chaussures prennent l'eau, mais elle chante. Et Laurent, debout sous le porche de l'hôtel, reste là, incapable de se détourner. Il pense à Alice, bien sûr, mais il pense aussi à cet enfant qui ne demande rien, qui n'attend rien et qui pourtant donne quelque chose de précieux chaque jour. Non pas par sacrifice, mais par choix. Ce soir-là, il ne dépose rien dans la boîte, mais lorsqu'Élise termine et s'apprête à partir, il s'approche à nouveau. « Tu as froid ?» demande-t-il, un peu maladroitement. Elle le regarde sans répondre immédiatement. « C'est supportable, dit-elle. Il fait pire dans la chambre d'hôpital. » Il ne pose pas de questions. Mais elle, voyant qu'il reste là, ajoute après un silence « Ma mère est malade. C'est pour elle que je chante. » Il hoche lentement la tête. Il s'en doutait, bien sûr. Il ne savait pas à quel point c'était grave, ni ce que ça impliquait. Mais ces quelques mots suffisent. Ils ne sont pas un appel à l'aide, juste une explication. Et dans leur simplicité, ils touchent quelque chose en lui. Il ne répond pas, mais ce soir-là, il rentre avec une décision nouvelle. Il veut savoir. Il veut comprendre ce qu'elle vit. Pas pour intervenir tout de suite, mais pour ne pas rester dans l'ombre. Pour ne pas se contenter de billets anonymes dans une boîte. Le lendemain, sans prévenir, il suit Élise à distance lorsqu'elle s'éloigne après sa chanson. Il marche lentement, évitant d'être vu, traversant les rues de Lyon sans un mot. Ce qu'il découvre ce jour-là marquera le début d'une nouvelle étape, bien plus concrète et bien plus difficile que ce qu'il avait imaginé. Quand Laurent suivit Élise, c'était sans plan précis. Il voulait juste savoir ce qu'elle vivait après le chant, derrière la visibilité du trottoir. La voir disparaître dans les rues tranquilles de Lyon le rendait inquiet, plus encore quand il la vit traverser une petite porte grise, presque discrète, s'engager dans un hall qui donnait sur un bâtiment marqué « Centre hospitalier Édouard Herriot ». Il resta à distance, adossé au mur d'une ruelle voisine, observant. Élise marcha jusqu'à un ascenseur. Ses mouvements étaient mesurés, lents, comme si chaque effort coûtait un peu plus que le précédent. Lorsqu'elle arriva devant la porte de la chambre, un numéro perdu dans le couloir blanc, elle frappa doucement, entra, referma derrière elle. Laurent hésita. Il sentit que ce moment était décisif. Il regarda le bâtiment, les néons à l'intérieur de l'hôpital. La lumière crut. L'odeur mêlée de désinfectant et de stérilité qu'il imaginait sous ces néons, les tapis usés, les fauteuils roulants, les pas feutrés dans les couloirs. Il comprit qu'il ne connaissait pas tout de ce monde, qu'il y avait derrière cette porte plus de douleur, de fatigue, d'attente que ce qu'il percevait depuis le trottoir. Camille était là, sur un lit simple, drap blanc, rideaux brodés d'étoffe neutre. Une infirmière, la peau claire, un badge argenté accroché au col, ajustait la perfusion au bras de Camille. Une fenêtre entr'ouverte laissait filtrer un filet de lumière grise, le ciel couvert. Camille tourna légèrement la tête quand Élise entra, lui sourit faiblement. Elle tenait dans sa main une petite bouteille de jus, quelques fruits dans un sac plastique bleu. Élise posa le sac sur la table près du lit, s'approcha, prit la main de sa mère. Elle dit d'une voix basse « Maman, j'ai chanté aujourd'hui. » Et un silence suivit. Camille, les traits tirés, essaya de répondre, mais tout sauta, ses poumons oppressés par la maladie. Elle hocha la tête, prit la main de sa fille, pressa doucement. Élise resta debout à côté du lit, regardant le visage de sa mère, l'ombre sous ses yeux, le souffle court. Elle resta un moment sans chanter, comme pour écouter le silence de l'hôpital, ce silence pesant qui recueille la souffrance. Laurent, de sa cachette, sentit ses épaules se crisper. Il ne sut pas immédiatement ce qu'il allait faire. Ce qu'il savait, c'est que Camille avait besoin d'un traitement spécialisé, coûteux, qu'il l'avait entendu nommer dans les discussions entre médecins. Une consultation avec un spécialiste pulmonaire dans un établissement privé, des médicaments d'une importation particulière, des appareils pour aider à la respiration, peut-être même des séances de rééducation respiratoire. Tout cela prenait du temps, beaucoup de temps, et coûtait beaucoup d'argent. Le système public de santé en France couvre une grande partie des soins, mais certains traitements, certaines interventions, certains équipements ne sont pas pris en charge dans les délais ou avec les ressources nécessaires. Laurent passa la nuit à réfléchir aux chiffres qu'il connaissait déjà, aux frais que pourrait occasionner un traitement privé spécialisé.
Il se rappelait les brochures qu'il avait vues autrefois, les annonces dans les hôpitaux qui indiquaient chambres privées, suppléments, honoraires au-delà du tarif conventionnel. Le public prend en charge beaucoup, mais parfois le délai et la qualité diffèrent. Les suppléments ne sont jamais remboursés. Le matin, il contacta un médecin de confiance dans un hôpital privé de Lyon. Il lui expliqua la situation. Une femme hospitalisée dans le public, maladie pulmonaire grave, besoin d'intervention rapide, médicaments spéciaux, équipements respiratoires, soutien respiratoire, oxygène, etc. Thérapie complémentaire, mais aussi le manque de ressources immédiates. Le médecin écarta le dossier à plusieurs reprises, non par lenteur, mais par souci de bureaucratie, d'attente de financement ou de demande administrative. Laurent comprit que même avec de l'argent, les obstacles administratifs ne sont pas anodins. Il apprit que certains médicaments ne sont disponibles qu'avec des autorisations particulières, certaines interventions demandent des examens préalables, des assurances ou des ententes. Il apprit que la sécurité sociale pourrait prendre en charge de grands pourcentages du coût, mais que les suppléments, les délais, la disponibilité des spécialistes, tout cela pourrait peser très lourd. Laurent, qui se considérait habitué à gérer des crises dans son entreprise, sentit que là, il n'était plus dans le domaine des plans et des profits, mais dans une urgence humaine. Il revint à l'hôpital public, entra dans le couloir du service de pneumologie, demanda à voir un dossier médical. L'infirmière lui dit que ce serait possible si Élise ou Camille acceptaient. Il hésita à se présenter, ne voulant pas violer leur intimité, ne voulant pas imposer une présence indésirable. Mais il sentait qu'il devait comprendre tous les paramètres, coûts, délais, risques, bénéfices, pour décider avec responsabilité. Camille finit par parler à Élise. Elle lui dit « Si quelqu'un peut nous aider, mais je ne veux pas d'endettement. Je ne veux pas que ma fille porte une dette dont elle n'a pas conscience. » Élise lui répondit doucement « Je ne veux pas non plus. Je veux juste chanter, que tu sois mieux, que l'on puisse respirer sans peur. » Mère et fille se regardèrent, fatigués mais déterminés. Le soir, Laurent rentra chez lui avec un sentiment de devoir. Il se posa devant ses dossiers, ses contrats, ses échéances. Il pensa à Alice, à ce qu'il avait manqué. Il pensa que peut-être il pouvait faire les choses différemment maintenant, mais pas en imposant une aide, en offrant un moyen, en garantissant que ce moyen soit véritablement utile. Il se dit qu'il demanderait un devis, comparerait les options publiques et privées, demanderait à voir les coûts exacts, les délais, s'engagerait seulement si cela servait vraiment Camille. Il savait que les grandes décisions doivent être faites avec prudence. Il savait que chaque euro compte dans cette bataille silencieuse, mais il était prêt à agir, prêt à mettre ses ressources non pas en avant, mais au service de ce qu'il avait vu derrière la voix d'Élise. Le courage d'une fille, la dignité d'une mère, l'urgence d'un soin. La décision de Laurent d'agir concrètement pour aider Camille et Élise ne resta pas secrète très longtemps. À mesure qu'il cherchait à mobiliser des contacts dans le secteur médical privé, qu'il appelait des spécialistes, sollicitait discrètement l'intervention d'un ancien partenaire de clinique pour évaluer un transfert ou une prise en charge plus rapide, des noms commencèrent à circuler, et avec eux les rumeurs. Dans un monde aussi connecté que le sien, où la discrétion ne tient souvent qu'à une promesse vite trahie, il était inévitable qu'un appel soit relayé, qu'un mail soit transféré à un ancien contact professionnel ou, pire encore, à quelqu'un de sa sphère personnelle. Ce fut ainsi que Claire, son ex-femme, fut informée. Ce n'était pas par malveillance, mais par l'intermédiaire d'une connaissance commune dans le domaine médical qui, croyant bien faire, mentionna la chose comme une curiosité. Claire, toujours très attentive à tout ce qui concernait Laurent depuis la mort de leur fille Alice, demanda plus de détails, piquée par un mélange d'inquiétude et de méfiance. Elle obtint rapidement des éléments. Il aidait une enfant qu'il avait rencontrée dans la rue, en lien avec sa mère gravement malade, qu'il essayait de financer un traitement, qu'il s'y impliquait personnellement. Le lendemain matin, Claire sonna à la porte de l'appartement de Laurent sans prévenir. Il ouvrit, surpris, encore en chemise, une tasse de café à la main. Elle entra sans attendre d'y être invitée, l'expression dure, les gestes raides. Elle ne prit même pas la peine de s'asseoir. « On m'a dit que tu aidais une petite fille. Une qui chante dans la rue, dit-elle sans détour. » Laurent ne répondit pas immédiatement. Il posa sa tasse sur le plan de travail, chercha ses mots. Il savait que ce moment viendrait, mais pas aussi vite. « Oui, murmura-t-il, je l'ai vue.
plusieurs fois. Elle est là tous les jours. Sa mère est malade, très malade. Claire croisa les bras. Et tu penses que c'est à toi de t'en occuper maintenant, parce qu'elle te rappelle Alice? Cette phrase, dite avec un calme apparent mais chargée d'une tension immense, tomba comme une gifle. Laurent recula d'un pas comme si les mots avaient un poids physique. Il se frotta le visage, soupira longuement. « Ce n'est pas ça », répondit-il, sans vraiment y croire lui-même. « Ce n'est pas une question de remplacement. C'est juste, elle a besoin d'aide. Et je peux faire quelque chose. » Claire le fixa longuement, les mâchoires serrées. « Tu n'as rien fait pour Alice quand il était encore temps. Rien. Tu étais en réunion pendant ses examens. Tu as manqué ses derniers anniversaires. Et maintenant tu veux aider une étrangère? Tu crois que ça va réparer quoi que ce soit? » Les mots étaient durs, mais ils n'étaient pas injustes. Laurent le savait. Il s'était absenté. Trop souvent. Il s'était caché derrière ses obligations professionnelles, ses responsabilités, son incapacité à gérer la douleur. Il n'avait pas su affronter la lente disparition d'Alice, préférant plonger dans les chiffres, les contrats, les dossiers. Il croyait, peut-être sincèrement, que subvenir aux besoins médicaux suffisait à exprimer son amour. Il s'était trompé. Il se rassit, la tête entre les mains. Claire resta debout, impassible. « Tu crois qu'on peut effacer les erreurs en jouant les bienfaiteurs? Tu crois que cette fillette a besoin de toi? Tu n'étais pas là pour ta propre fille. Tu crois qu'en intervenant dans la vie d'une autre, tu vas racheter quoi que ce soit? Ce n'est pas pour me racheter, dit-il enfin. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai manqué. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester les bras croisés maintenant. » Claire secoua la tête. Elle semblait partagée entre la colère et une forme de tristesse résignée. « Fais ce que tu veux, finit-elle par dire, mais ne confonds pas compassion et fuite. Si tu aides cet enfant, fais-le pour elle, pas pour toi, pas pour ta culpabilité. » Elle tourna les talons, quitta l'appartement sans un mot de plus. Laurent resta seul dans le silence qui suivit. Il savait que cette confrontation était inévitable et qu'elle serait douloureuse. Mais elle avait eu le mérite de clarifier une chose essentielle, ses motivations. Il avait été bouleversé par Élise, oui, parce qu'elle lui rappelait Alice, sans doute. Mais il avait aussi vu, au-delà de cette ressemblance, une force, une dignité, une urgence qui méritait autre chose que l'indifférence. Et il pouvait agir, pas pour réparer, pas pour compenser, mais simplement pour aider, sans autre but que de le faire correctement. Dans les jours qui suivirent, il évita les appels de Claire. Il ne chercha pas à se justifier davantage. Il se concentra sur la situation de Camille. Il obtint finalement un rendez-vous avec un pneumologue privé, acceptant de couvrir les frais nécessaires à la première consultation, sans mentionner son nom à la famille. Il voulait que l'aide reste discrète, qu'elle ne devienne jamais un échange ou une dette. Il retourna voir Élise chaque jour. Il ne parla pas. Il se contenta d'écouter. Un soir, elle s'approcha timidement après sa chanson, comme si elle avait perçu quelque chose. « Vous êtes toujours là ?»« Oui, » répondit-il. « J'écoute. » Elle hocha la tête, puis ajouta simplement « Merci ». Ce fut la première fois qu'elle lui adressa un mot sans condition, sans distance. Il sentit que quelque chose avait changé, qu'elle le voyait, peut-être, autrement. Pas comme un passant, mais comme une présence réelle. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il rouvrit le carnet d'Alice. Une phrase lui sauta aux yeux, qu'il n'avait pas remarquée la première fois. Une phrase écrite au crayon, tremblante. « Si un jour je pars, j'aimerais que papa trouve quelqu'un à aimer, même pas comme une fille, juste quelqu'un à aimer pour vrai. » Il reposa le carnet. Il comprit que sa douleur ne partirait jamais, mais qu'elle pouvait, peut-être, se transformer. Pas en oubli, mais en action juste, sans prétention, sans substitution. Laurent n'était pas homme à improviser. Son parcours dans les affaires avait été construit sur des décisions mesurées, appuyées par des données, des calculs, des analyses. Mais dans le cas d'Élise et de Camille, rien ne suivait le cadre habituel. Il avait déjà investi temps et attention, et désormais, il fallait choisir s'il irait plus loin. Le moment de l'observation silencieuse était passé. Il ne pouvait plus se contenter de regarder la douleur à distance. Il devait agir. Mais comment intervenir sans imposer? Comment offrir sans blesser l'orgueil ou éveiller la méfiance? Ces questions le poursuivaient jusque tard dans la nuit. Il finit par prendre rendez-vous avec le directeur de l'hôpital public où Camille était soignée. Il expliqua sa volonté d'aider de manière anonyme.
insistant pour que la famille ne soit pas informée de son identité. Il demanda des devis précis, des comptes rendus médicaux détaillés, tout ce qu'il fallait pour transférer la patiente vers un service privé si nécessaire ou renforcer les soins dans le cadre du public. Le directeur, un homme fatigué mais sincère, fut d'abord méfiant, pensant à une forme de mécénat intéressé. Mais il comprit vite que Laurent n'attendait ni publicité ni reconnaissance. Il voulait simplement que Camille ait une chance. Et il était prêt à couvrir les frais, dans leur intégralité, y compris les traitements non remboursés, les consultations supplémentaires, les médicaments rares. Quelques jours plus tard, des changements commencèrent à se faire sentir. Un spécialiste vint examiner Camille en urgence. Une infirmière fut affectée à son suivi particulier. Des analyses furent lancées en priorité et certains médicaments jusque-là retardés furent soudainement disponibles. Camille, bien qu'étonnée par cette soudaine attention, pensa à un coup du destin, un hasard administratif enfin favorable. Élise, elle, ne crut pas à la coïncidence. Trop de choses avaient changé en trop peu de temps. Et surtout, elle remarqua quelque chose dans l'attitude des soignants. Un respect nouveau, une délicatesse inhabituelle, comme si quelqu'un d'important veillait en silence. Elle en parla à sa mère, mais Camille, affaiblie, lui répondit simplement que peut-être les choses s'arrangeaient enfin. Élise n'était pas convaincue, elle n'était pas une enfant naïve. Depuis des mois, elle observait les regards, les silences, les demi-vérités. Elle connaissait la lenteur du système, l'épuisement du personnel, le manque de moyens, et tout cela n'avait pas disparu par miracle. Un après-midi, en quittant l'hôpital, elle aperçut Laurent à quelques pas de l'entrée. Il ne l'avait pas vu. Il semblait parler avec un homme en blouse blanche, un médecin probablement. Elle s'arrêta net, se dissimula derrière un arbre. Elle observa. Laurent hochait la tête, écoutait attentivement, prenait des notes sur un petit carnet. Puis il salua l'homme, remit ses gants et s'éloigna. Élise le suivit à distance. Elle n'avait pas de plan, juste une certitude. Il y avait un lien entre lui et ce qui se passait. Elle le suivit jusqu'à une avenue plus calme, puis, prenant son courage à deux mains, s'approcha. « Monsieur ?» Il se retourna surpris. Il ne s'attendait pas à la voir là. « Élise, tu vas bien ?»« C'est vous ?» demanda-t-elle sans détour. « Moi... Quoi? C'est vous qui aidez ma mère ?» Le silence fut long. Laurent chercha ses mots, mais il savait que mentir ne servirait à rien. Elle le regardait droit dans les yeux, sans peur, sans colère, mais avec une détermination claire. « Oui, finit-il par dire, c'est moi. » Elle le fixa sans répondre immédiatement. Puis, avec une voix basse mais ferme, elle demanda « Pourquoi ?» Laurent resta silencieux. Il aurait pu parler de compassion, de devoir moral, d'altruisme. Il aurait pu inventer une explication simple. Mais il ne voulait pas trahir sa confiance par des mots creux. « Parce que je t'ai entendu chanter, et ça m'a touché. Et j'ai vu ta mère. J'ai compris que je pouvais faire quelque chose. Alors je l'ai fait. Vous ne nous connaissez même pas. Non, c'est vrai, mais j'ai vu assez pour savoir que vous ne méritez pas d'être seul dans tout ça. » Elle resta silencieuse. Il lut dans son regard un mélange de gratitude et de méfiance. Elle n'était pas habituée à ce genre d'aide. Elle avait grandi en se débrouillant seule, en comptant chaque pièce, en adaptant ses rêves à la réalité. « Vous allez continuer ?» demanda-t-elle après un long silence. « Oui, mais seulement si vous le voulez. Si votre mère le veut, je ne veux pas m'imposer. » Elle hocha lentement la tête. « Vous ne nous devez rien. Je sais. Et nous non plus. Je sais aussi. » Elle sembla soulagée par cette réponse, comme si, enfin, un adulte comprenait sans essayer de dominer, de contrôler. Elle lui tendit la main timidement. Il la serra sans insister. « Merci, dit-elle. »« De rien, Élise. Vraiment. » Ils se séparèrent là, sans autre mot. Chacun repartant de son côté, mais avec quelque chose de changé. Un équilibre fragile mais réel, un pacte silencieux, non pas de dépendance mais de respect mutuel. Laurent avait franchi un cap. Il n'était plus un spectateur, il agissait, mais avec mesure, avec prudence. Il savait que l'aide véritable ne se crie pas, ne s'impose pas. Elle se propose et elle s'ajuste au rythme de ceux qu'elle vise à soutenir. Depuis la révélation de Laurent, Élise ne retourna pas directement à l'hôtel pour chanter. Ce n'était pas une décision réfléchie, ni une forme de rejet, mais une réaction instinctive à ce qu'elle ressentait, une confusion qui la dépassait. Pendant plusieurs jours,
Elle resta auprès de sa mère, l'accompagnant dans les nouvelles étapes du traitement, observant les infirmiers qui désormais entraient plus souvent dans la chambre, les médicaments qui arrivaient sans délai, les visites des spécialistes qui auparavant étaient rares. Camille allait mieux, légèrement mais suffisamment pour que le changement soit perceptible, et ce progrès soudain, bien qu'il fût un soulagement, ne parvenait pas à effacer les interrogations qui tournaient dans l'esprit d'Élise. Elle ne savait pas encore si elle devait être reconnaissante ou inquiète. Laurent n'avait rien exigé, n'avait rien demandé en retour. Il ne s'était pas imposé. Et pourtant, sa présence semblait désormais tisser une trame invisible autour de leur vie. Il était devenu un acteur silencieux dans leur quotidien, un homme qui, sans être un proche, avait modifié le cours des choses. Cela la dérangeait, non pas parce qu'elle doutait de sa sincérité, mais parce qu'elle ne comprenait pas les raisons profondes qui poussaient un homme comme lui à faire autant pour deux inconnus. Quelques jours plus tard, elle le vit à nouveau près de l'hôpital. Il n'était pas là pour elle. Il parlait avec un médecin dans le couloir, discutait visiblement du suivi de Camille. Il avait ce regard concentré, attentif, presque inquiet. Elle hésita à l'approcher, mais quelque chose en elle la poussait à obtenir des réponses. « Pourquoi vous continuez ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à ses côtés, sans salutation préalable. Laurent parut surpris. Il ne s'attendait pas à la voir surgir ainsi, encore moins à être confronté aussi directement. « Parce que c'est nécessaire, répondit-il calmement. « Nécessaire pour qui? Pour vous? Pour votre conscience ?» La question le toucha, plus qu'il ne voulait le montrer. Il prit une seconde avant de répondre. « Pour ta mère. Et pour toi. Mais oui, peut-être aussi un peu pour moi. » Élise plissa les yeux. Elle n'était pas fâchée, mais méfiante. C'était dans sa nature. Elle avait appris très tôt que les adultes ne donnaient rien gratuitement. Elle n'avait jamais entendu parler d'un homme riche aidant des inconnus sans un intérêt caché. Même les plus généreux finissaient par attendre quelque chose, une reconnaissance, une loyauté, un retour d'image. « Vous attendez quoi de moi ?» finit-elle par demander d'un ton neutre. « Rien, dit-il. Absolument rien. Ce n'est pas possible. Je te jure que si. Je n'attends pas de remerciements, pas de changement, pas de dette. Ce n'est pas un échange. Je n'ai pas envie que tu me considères comme quelqu'un à qui tu dois quelque chose. » Elle le regarda longuement, comme pour jauger la véracité de ses paroles. Elle n'avait pas encore appris à faire confiance, pas entièrement. Et cet homme qui l'écoutait, qui parlait sans hausser le ton, qui ne se défendait pas, la déstabilisait. Il n'entrait dans aucune case de ceux qu'elle avait connus jusqu'ici. « Vous avez perdu quelqu'un ?» demanda-t-elle soudain, presque malgré elle. Laurent baissa légèrement la tête. Il savait que ce moment viendrait, que la question surgirait tôt ou tard. Il répondit sans détour « Ma fille, elle avait ton âge. » Élise ne dit rien. Elle recula d'un pas, puis acquiesça doucement. C'était une information lourde, mais qui, étrangement, mettait les choses en perspective. Cela expliquait la profondeur de son regard, son silence quand elle chantait, son insistance à rester proche sans intervenir brutalement. Elle s'appelait comment? Demanda-t-elle d'un ton plus doux. Alice. Élise répéta ce nom intérieurement comme pour l'absorber. Puis elle dit « Je suis désolée ». Laurent hocha la tête. « Merci ». Ils restèrent là, dans le couloir, au milieu du va-et-vient des médecins et des chariots, sans échanger un mot de plus. Une forme de compréhension venait de s'installer entre eux. Pas encore de confiance, pas encore de certitude, mais une trêve, une pause dans les doutes, dans les peurs. Le lendemain, Élise retourna chanter devant l'autel. Elle remit en place sa boîte, ajusta son écharpe et se mit à chanter. Elle ne chercha pas Laurent du regard. Elle ne savait même pas s'il viendrait. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de reprendre ce qu'elle avait choisi. Non pas pour gagner de l'argent, non pas pour toucher les passants, mais parce que c'était sa manière de vivre les choses, de transformer les douleurs, de garder sa mère dans le monde des vivants. Laurent vint. Il resta à distance. Il ne dit rien. Il écouta comme toujours. Et cette fois, Élise chanta une chanson qu'il ne connaissait pas. Une mélodie lente, presque fragile, avec des mots simples. À la fin, elle leva les yeux vers lui, le fixa un court instant, puis ramassa ses affaires. Elle ne parla pas. Lui non plus. Mais quelque chose venait de se stabiliser. Une forme d'acceptation. Il ne savait pas encore où tout cela mènerait, mais il savait désormais qu'ils marchaient, chacun à leur rythme, dans la même direction.
Les jours qui suivirent leur échange dans le couloir de l'hôpital furent marqués par un silence respectueux. Ni Laurent ni Élise ne cherchèrent à reprendre la conversation. Ils se croisaient parfois brièvement devant l'établissement ou à proximité de l'hôtel, se contentant d'un regard, d'un léger signe de tête. Un équilibre s'était installé entre eux, subtil et fragile mais réel. Laurent pourtant sentait que ce qu'il vivait avec Élise réveillait des couches plus profondes de son passé et qu'il ne pourrait pas avancer davantage tant qu'il n'aurait pas affronté certaines vérités qu'il avait longtemps évitées. Un soir, après une journée particulièrement longue, il rentra chez lui, la tête alourdie non par le travail, mais par les souvenirs. Il traversa l'appartement dans le silence, monta les escaliers sans allumer les lumières, comme si l'obscurité lui permettait de mieux se retrouver. Il entra dans la pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis plusieurs mois, la chambre d'Alice. Tout y était resté tel qu'elle l'avait laissé. Les peluches soigneusement alignées, les livres rangés par taille sur les étagères, les rideaux à moitié tirés laissant passer une lumière tamisée. Sur le bureau, le carnet à spirale qu'elle remplissait régulièrement. Laurent s'assit lentement sur le lit, le carnet entre les mains. Il l'ouvrit à la première page, relut les premiers mots, maladroits, griffonnés par une écriture d'enfant. Elle parlait de son école, de ses amis, de ses rêves. Puis venaient les pages plus sombres, celles des jours passés à l'hôpital, des douleurs silencieuses, des frustrations qu'elle ne partageait pas toujours à voix haute. Il tourna les pages, une à une, jusqu'à arriver aux dernières. C'est là qu'il tomba sur une note qu'il n'avait jamais lue ou qu'il n'avait jamais voulu lire. Une note qui semblait avoir été écrite avec un effort particulier. L'écriture était moins nette, les lettres tremblèrent légèrement. Mais le message était clair. Si jamais je pars, j'espère que papa trouvera quelqu'un à aimer. Même si ce n'est pas comme une fille, quelqu'un qu'il pourra aider pour de vrai. Ces mots le bouleversèrent profondément. Il relut la phrase plusieurs fois, incapable de contenir l'émotion qui montait en lui. Ce n'était pas une demande, pas une injonction. C'était un souhait d'enfant, simple, désarmant, sans jugement. Une invitation à continuer, à transmettre, à transformer la douleur en gestes concrets. Alice ne lui demandait pas de remplacer, ni d'oublier, mais d'aimer encore, autrement. Laurent referma le carnet, le serra contre lui. Il resta assis là, longtemps sans bouger, jusqu'à ce que la nuit l'enveloppe entièrement. Il comprit ce soir-là que ce qu'il faisait pour Élise et Camille n'était pas une fuite. Ce n'était pas une tentative de rédemption, ni une quête d'oubli. C'était un prolongement, une continuité silencieuse de ce que sa fille aurait voulu, une manière d'honorer sa mémoire sans la travestir. Le lendemain, il retourna à l'hôpital, plus déterminé que jamais. Il demanda à voir l'assistante sociale du service. Il souhaitait officialiser son aide, créer un fonds dédié aux soins de Camille, mais aussi prévoir un soutien pour Élise, au-delà de l'urgence médicale. Il voulait qu'elle puisse continuer ses études, qu'elle ne soit pas contrainte de retourner chanter dans la rue pour survivre. Il ne parlait pas de bourse ou de dons, mais d'un accompagnement structuré, pensé sur le long terme. L'assistante sociale, touchée par la clarté de son engagement, l'aida à monter le dossier. Ensemble, ils contactèrent une école du quartier qui proposait un programme avec un parcours artistique. L'établissement était modeste, mais connu pour sa qualité pédagogique et son ouverture sociale. Laurent accepta de financer les frais annexes, transport, matériel scolaire, repas. Il refusa cependant de se faire passer pour un tuteur ou un parrain. Il voulait rester en arrière-plan, veiller sans contrôler. Ce fut lors de cette démarche qu'il comprit combien le système était parfois lent et rigide. Il fallut des semaines pour réunir les papiers nécessaires, prouver l'absence de revenus stables de Camille, justifier la situation médicale. Mais il persista, patient, déterminé. Il savait que cela ne réglerait pas tout, mais il voulait que chaque obstacle administratif soit levé avant que Camille sorte de l'hôpital. Il voulait qu'elle puisse respirer, ensemble, dans une réalité nouvelle. Pendant ce temps, Élise continuait à chanter, mais moins fréquemment. Elle avait compris que quelque chose était en train de changer. Elle restait prudente, mais elle n'était plus fermée. Un soir, alors qu'elle terminait une chanson, elle vit Laurent de l'autre côté de la rue. Il ne bougeait pas comme d'habitude. Elle traversa, arriva devant lui et dit simplement « Vous avez l'air fatigué ». Il sourit, un peu surpris par la remarque. « Je le suis. Ma mère va mieux. Elle commence à manger. » Et elle rit parfois. Pas souvent, mais un peu. « Je suis content pour elle et pour toi. »
Elle hésita puis ajouta « Est-ce que vous allez toujours être là, même quand tout ça sera fini ?» Laurent ne sut que répondre immédiatement. Il prit une seconde puis dit « Je serai là tant que tu voudras que je sois là. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors, reste encore un peu. Et elle s'éloigna, sans rien ajouter. Le printemps avançait doucement sur Lyon. Les journées s'allongeaient, la lumière revenait peu à peu sur les façades claires des immeubles, et dans les rues, les passants marchaient plus lentement, comme s'ils retrouvaient un souffle oublié. À l'hôpital, Camille montrait des signes visibles de progrès. Le traitement, bien que lourd, produisait ses effets. Son teint avait repris un peu de couleur, sa voix s'affermissait et surtout, elle parvenait à rester assise de plus en plus longtemps sans ressentir cette pression constante dans sa poitrine. Elle avait encore du chemin à faire, mais elle n'était plus dans l'urgence. Elle avait franchi une frontière invisible entre le risque et la convalescence. Laurent, de son côté, continuait ses démarches discrètes. Il coordonnait les aspects administratifs, les frais liés à l'hôpital, les contacts avec l'école qu'il avait sélectionnée pour Élise, mais il savait que le moment viendrait où il faudrait officialiser sa proposition. Il ne pouvait pas se contenter de gestes silencieux indéfiniment. Il fallait désormais parler, dire les choses clairement, offrir à Camille et à sa fille non seulement une aide ponctuelle, mais une perspective, une chance réelle de transformer leur quotidien. Il attendit un jour où Camille était suffisamment reposée pour recevoir une visite plus longue. Il se présenta au service avec un bouquet discret, s'annonça poliment à l'infirmière, puis entra dans la chambre. Élise était là, assise sur le rebord du lit, un livre à la main. Elle se leva quand elle le vit entrer, le salua avec ce mélange de distance et de respect qu'elle lui réservait depuis le début. Camille, adossée à l'oreiller, lui sourit faiblement. « Monsieur Morel, c'est ça ?» dit-elle. « Oui, merci de me recevoir. » Il s'assit sur la chaise à côté du lit. Un silence s'installa brièvement, puis Laurent prit la parole, calmement, sans détour. « Je suis venu vous proposer quelque chose. Ce n'est pas une obligation, ni une charité. C'est une possibilité. Et je tiens à ce que vous sachiez que je respecte entièrement votre droit de refuser. » Camille hocha lentement la tête. « Je vous écoute. Votre état s'améliore, et j'en suis heureux. Mais le chemin de la guérison est long. Vous allez avoir besoin de temps, de stabilité, d'un environnement serein. Et Élise aussi. Elle mérite de pouvoir continuer à étudier, à chanter si elle le souhaite, sans devoir retourner dans la rue. Elle a une voix, un talent, mais aussi une intelligence remarquable. Elle mérite un cadre où elle pourra grandir librement. » Il marqua une pause, s'assura que ses mots étaient bien reçus, puis reprit. « Ce que je vous propose, c'est un accompagnement complet. Je m'engage à prendre en charge les frais de scolarité d'Élise dans une école adaptée, avec des cours de musique, mais aussi toutes les matières nécessaires à sa formation. Je peux aussi vous aider à trouver un logement plus stable et un appui pour vos soins pendant encore quelques mois. Rien ne serait imposé. Aucun contrat, aucun lien obligatoire. Vous garderiez votre indépendance, vos choix. » Camille le regardait immobile. Ses yeux cherchèrent dans les siens une faille, une attente cachée, mais n'en trouvèrent pas. Il n'y avait ni pitié ni supériorité dans la voix de Laurent, juste une proposition posée avec respect. « Et pourquoi vous faites tout ça ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je peux, et parce que je crois que vous et votre fille avez montré une force que peu de gens possèdent. Vous méritez autre chose que la survie. » Camille respira lentement. Elle baissa les yeux vers Élise, puis vers ses mains posées sur le drap. Elle semblait peser chaque mot, chaque conséquence. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'y a rien de gratuit, et même quand c'est sincère, il y a toujours un prix à payer, un déséquilibre. J'ai peur que ma fille vous doive quelque chose qu'elle ne comprenne pas. J'ai peur qu'elle perde son chemin, qu'elle vive sous une forme de dette invisible. » Laurent acquiesça. « C'est une peur légitime. Et je vous promets que ce n'est pas ce que je cherche. Je ne veux pas qu'Élise se sente redevable. Je veux seulement qu'elle ait les moyens de choisir. Aujourd'hui, elle n'a pas ce luxe. Demain, peut-être. » Le silence revint, plus dense. Élise restait immobile, observant sa mère, guettant dans son visage la moindre réaction. Camille prit enfin la parole, d'une voix plus posée. « Je vais réfléchir. J'ai besoin de temps. Je ne suis pas contre, mais je ne peux pas dire oui tout de suite. »« C'est votre droit, » répondit Laurent. « Je ne vous mettrai jamais la pression. » Il se leva, remit doucement la chaise à sa place. « Quoi que vous décidiez, je resterai disponible. Et rien ne changera pour les soins.
Ils continueront comme prévu. Camille le remercia d'un signe de tête. Élise, en retrait, le regarda quitter la pièce sans un mot. Elle comprenait mieux maintenant. Ce n'était pas seulement une aide matérielle, c'était une ouverture, une passerelle. Et cela faisait peur, car accepter cette main tendue signifiait admettre qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Le soir venu, Camille demanda à sa fille de l'aider à s'asseoir. Elle prit un stylo, une feuille de papier, et resta là, longtemps, sans écrire. Puis elle tendit la feuille à Élise. « Écris-lui, pas pour répondre, pour lui dire ce que tu ressens. Dis-lui à ta façon. » Élise acquiesça. Elle prit le papier, et cette nuit-là, elle écrivit sa première lettre à Laurent. Pas une réponse formelle, pas une décision. Juste des mots sincères, bruts comme elle chantait, avec le cœur sans fioriture. Le jour où Laurent trouva l'enveloppe dans sa boîte aux lettres, il ne sut d'abord pas quoi en penser. L'écriture était ronde, soignée, appliquée, comme si chaque lettre avait été dessinée avec une attention particulière. Il n'y avait pas de nom, seulement son adresse écrite en haut. Il reconnut tout de suite l'écriture d'Élise. Il ne savait pas si cette lettre allait contenir un refus poli, un merci distant ou quelque chose d'inattendu. Il la garda entre ses mains plusieurs minutes, debout dans le hall de son immeuble, comme s'il hésitait à briser le silence qu'il respectait jusqu'alors. Puis il monta lentement les escaliers, entra chez lui, s'installa dans son fauteuil et ouvrit délicatement le pli. La lettre commençait sans formule solennelle. Pas de « cher monsieur », pas de détour. Juste des phrases simples, directes, et une sincérité qui frappait dès les premiers mots. Je ne sais pas si c'est bien d'écrire, je ne sais pas si j'écris les bons mots, mais maman m'a dit qu'écrire pouvait aider à comprendre, même si on n'a pas toutes les réponses. Alors je vous écris. Laurent sentit sa gorge se serrer. Il tourna la page avec précaution, continuant à lire. Quand je vous ai vu pour la première fois, je pensais que vous alliez juste passer comme les autres. Écoutez peut-être, ou même rien du tout. Mais vous êtes resté, plusieurs fois. Vous avez écouté jusqu'au bout. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je sais un peu mieux. Maman m'a dit que parfois, les gens n'apparaissent pas pour sauver, mais pour accompagner. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Vous n'avez rien imposé. Et je crois que c'est pour ça que je vous écris. Chaque phrase semblait venir d'un endroit profondément vrai, sans filtre, sans calcul. Élise n'écrivait pas pour convaincre ni pour plaire. Elle écrivait parce qu'elle ressentait, parce qu'elle avait besoin d'exprimer quelque chose qui ne se disait pas à voix haute. Je ne comprends pas tout ce que vous avez vécu. Et vous non plus, vous ne comprenez pas tout ce que nous vivons. Mais je sens que vous écoutez pour de vrai, que vous ne faites pas semblant. Et ça, c'est rare. Il posa la lettre un instant, ferma les yeux, se passa une main sur le visage. Ces mots, si simples, touchaient un endroit qu'il croyait éteint en lui. Pas parce qu'il flattait, mais parce qu'il révélait une chose qu'il avait oubliée. L'impact d'une présence silencieuse, d'une attention sincère. Il reprit la lecture. « Ma mère a décidé d'accepter votre aide, mais elle m'a dit que ce n'était pas pour être sauvée. C'est parce qu'elle croit que ce que vous donnez ne veut pas prendre quelque chose en retour. Elle m'a dit que c'était rare et que je devais faire attention à ce genre de personnes, parce qu'elles sont fragiles aussi, même si elles ont l'air fortes. » Laurent esquissa un sourire discret à cette phrase. Camille ne le connaissait que depuis peu, mais elle avait saisi une vérité que peu de gens autour de lui percevaient. Il vivait avec une douleur ancienne, une faille que même le pouvoir ou l'argent ne pouvaient combler. J'aimerais continuer à chanter. Pas pour l'argent, plus maintenant, mais parce que j'aime ça, parce que c'est le seul moment où j'ai l'impression que les gens entendent quelque chose d'important, même si c'est court, même s'ils ne s'arrêtent pas. C'est comme envoyer un message dans l'air. Et parfois, il arrive à quelqu'un, comme il est arrivé à vous. Il resta un moment figé sur ces mots. Il revoyait Élise sur le trottoir, sa voix portée par le vent, ses yeux concentrés, son corps figé dans le froid. Il comprenait mieux maintenant ce que ce chant représentait pour elle. Pas une performance, pas un appel à l'aide, mais une forme d'existence, une affirmation discrète que, malgré tout, elle était là, vivante, sensible, déterminée. Vous avez dû beaucoup aimer Alice. Je ne peux pas comprendre ce que c'est de perdre un enfant, mais je sais ce que c'est d'avoir peur de perdre une mère. C'est une peur qui prend toute la place, même dans les rêves. Mais je pense que si elle savait ce que vous faites aujourd'hui, elle serait fière. Pas parce que vous nous aidez, mais parce que vous continuez à aimer, même si ça fait mal. Cette phrase,
La plus courte de la lettre fut celle qui brisa quelque chose en Laurent. Il relut plusieurs fois le nom de sa fille, écrit par une autre main, et ressentit comme une caresse, une reconnaissance inattendue. Il comprit que ce lien invisible entre sa perte et son geste actuel ne trahissait rien. Au contraire, il donnait un sens nouveau à ce qu'il croyait avoir définitivement perdu. « Merci d'avoir vu quelque chose en moi que beaucoup ignorent. Merci de ne pas m'avoir regardé comme une pauvre petite. Je ne suis pas pauvre. Je suis juste une fille qui essaie de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et maintenant, j'ai un peu plus, grâce à vous. » La lettre se terminait sans signature, comme si l'important n'était pas de marquer la fin, mais simplement de poser ces mots entre eux, comme un pont. Laurent resta assis, le papier dans les mains, longtemps après avoir terminé sa lecture. Il sentit un calme nouveau s'installer en lui. Pas une paix miraculeuse, mais une forme de clarté. Il avait agi sans attendre de retour, mais ce qu'il recevait ce soir-là dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Quelques semaines après la lettre d'Élise, les choses commencèrent à se transformer de façon plus concrète dans la vie des deux. Camille, encore faible mais désormais hors de danger immédiat, reçut son autorisation de sortie. Un logement temporaire avait été mis à leur disposition dans un petit immeuble discret du quartier de Montchat, loin du bruit du centre-ville, mais proche d'une école et d'un petit centre médical. L'appartement était modeste mais propre, lumineux, équipé avec le nécessaire pour que la convalescence de Camille se fasse dans de bonnes conditions. Ce n'était pas un cadeau, encore moins une faveur. Tout avait été organisé par Laurent à travers une fondation de soutien qu'il avait créée quelques années auparavant, utilisée jusque-là pour financer de petits projets éducatifs. Il avait simplement réorienté les fonds sans exposer le nom de la bénéficiaire et sans mentionner le sien. Élise, de son côté, fut inscrite dans l'école que Laurent avait repérée. Un établissement public avec un programme renforcé en musique qui offrait des cours de solfège, de chant choral et d'instruments dès le premier cycle. La directrice, une femme au regard franc et à la voix assurée, accueillit Élise avec un sourire sincère. Elle avait lu le dossier transmis par l'assistante sociale et savait à quel point cette élève était particulière. Dès le premier jour, Élise impressionna par sa discipline, sa concentration et sa sensibilité artistique. Elle n'était pas la plus bruyante, ni la plus sociable, mais dès qu'elle chantait, le silence s'imposait autour d'elle naturellement. Laurent ne se montrait pas. Il n'assistait pas aux réunions, ne participait pas aux décisions scolaires. Il avait expressément demandé à ce que son nom ne figure sur aucun document, préférant laisser toute la lumière sur le travail de l'école, sur les progrès d'Élise et sur la force de Camille. Cependant, il suivait tout de près. Il recevait des bilans mensuels sur la santé de Camille, des bulletins anonymisés sur les performances d'Élise. Il savait que la transition ne serait pas facile, que vivre avec un peu plus de sécurité n'effaçait pas les blessures profondes. Mais il voulait s'assurer que le chemin restait ouvert. Camille, malgré les séquelles physiques, retrouva peu à peu une certaine autonomie. Elle se mit à chercher une activité qui lui permettrait de se sentir utile, sans dépasser ses forces. Une ancienne infirmière du service lui proposa un poste à mi-temps dans un petit atelier de couture, tenu par une association locale. Elle accepta. C'était modeste, mais cela suffisait à lui rendre une part de sa dignité. Elle n'aimait pas vivre sous assistance, même si elle reconnaissait que, sans l'intervention de Laurent, rien de tout cela n'aurait été possible. Elle n'en parlait pas souvent, mais elle savait que sa reconnaissance, elle la montrerait autrement, par le respect du geste, par la rigueur qu'elle mettait à reconstruire sa vie. Élise ne retourna plus chanter devant l'autel. Ce n'était pas une interdiction, ni une honte, mais un choix. Elle avait désormais un lieu pour apprendre, pour s'exprimer autrement. Elle continuait de chanter, bien sûr, mais dans d'autres contextes. À l'école, à la maison, parfois même dans le parc, quand elle se retrouvait seule. La musique restait son langage, son refuge, mais elle n'était plus liée à une urgence, à une nécessité financière. Elle chantait parce qu'elle en avait envie, parce que c'était ce qui lui permettait de respirer plus profondément. Laurent, de son côté, continuait sa vie, mais avec une perspective différente. Ses journées restaient chargées, ses responsabilités inchangées, mais son regard sur le monde avait évolué. Il avait cessé de chercher une logique absolue dans chaque action, d'attendre un retour sur investissement humain. Il ne cherchait pas à combler un vide, mais à honorer une mémoire. Alice restait présente en lui, non plus comme une absence douloureuse, mais comme une voix discrète qui le guidait.
Il relisait parfois le carnet, s'arrêtait sur les pages qu'il connaissait par cœur. Il souriait désormais en lisant certaines phrases, non pas parce qu'il avait oublié la douleur, mais parce qu'il avait accepté qu'elle fasse partie de lui. Il lui arrivait de croiser Élise par hasard, dans la rue, sur le chemin de l'école. Ils ne se parlaient pas toujours. Parfois, un simple échange de regards suffisait. Une reconnaissance silencieuse, réciproque. D'autres fois, elle venait à lui parlait de ses cours, d'un professeur qui l'avait félicité, d'une mélodie qu'elle avait apprise. Elle restait réservée, mais chaque mot qu'elle lui adressait semblait plus confiant, plus enraciné dans une sécurité nouvelle. Il voyait en elle non pas une enfant fragile, mais une fille en train de se construire, pierre par pierre, note par note. Un jour, Camille invita Laurent à passer à l'appartement. Ce n'était pas une demande solennelle, juste une invitation simple, posée avec naturel. Il accepta. Lorsqu'il entra, il fut frappé par la simplicité chaleureuse du lieu. Rien n'était luxueux, mais chaque objet semblait avoir sa place. Camille lui offrit un café. Ils parlèrent peu. Le silence n'était plus pesant. Il faisait partie de leur manière de se comprendre. Élise, pendant ce temps, jouait doucement quelques notes sur un vieux clavier électronique prêté par l'école. « Vous savez, dit Camille en regardant sa fille, je n'ai pas encore tout accepté, mais je sais que vous avez changé notre trajectoire, pas notre histoire, pas nos douleurs, mais notre trajectoire. » Laurent acquiesça. Il n'avait jamais voulu être un héros, ni un substitut, ni un guide. Juste un homme qui, un jour, avait écouté et qui avait choisi de rester sans bruit, sans promesse, mais avec constance. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ouvrit un carnet vierge. Il écrivit une seule phrase. Quand on aide sans attendre, parfois c'est soi-même qu'on sauve un peu. Puis il referma le carnet, le posa sur son bureau et regarda par la fenêtre. La ville brillait doucement, comme si Lyon, elle aussi, respirait un peu mieux. Les mois passèrent avec une régularité presque nouvelle dans la vie d'Élise et de Camille. Leur journée, autrefois rythmée par la maladie, la peur et l'incertitude, s'était stabilisée autour d'une routine simple. L'école pour Élise, le travail en demi-journée pour Camille, les repas partagés dans leur petit appartement modeste mais lumineux, les devoirs faits sur la table de la cuisine, les partitions posées entre les fruits et les cahiers. Rien n'était miraculeux, mais tout était devenu plus respirable. Chaque détail, chaque moment banal avait pris une valeur nouvelle, comme si vivre sans peur immédiate suffisait à transformer le quotidien. À l'école, Élise s'était peu à peu affirmée. Sa discrétion naturelle ne l'empêchait pas de se faire remarquer par ses professeurs, notamment en musique. L'un d'eux, un ancien pianiste de concert reconverti dans l'enseignement, lui proposa un jour de participer au concert de fin d'année. Ce concert, organisé chaque printemps, rassemblait tous les élèves des différentes sections artistiques de l'établissement. Chanteurs, musiciens, comédiens, chacun préparait une œuvre à présenter devant les familles, les enseignants et parfois même des invités extérieurs. Pour Élise, ce serait une première, chanter sur une vraie scène, avec un accompagnement, un éclairage et un public assis dans des fauteuils qui écoutaient vraiment. Elle accepta, mais avec une condition, choisir elle-même la chanson. Ce ne serait pas un morceau classique ou imposé par le programme, mais une chanson qu'elle avait chantée des dizaines de fois, là-bas, sur le trottoir, devant l'hôtel, avec sa boîte de carton à ses pieds et les regards pressés des passants. Cette chanson-là, elle voulait la chanter une dernière fois, dans un contexte différent, non plus pour survivre, mais pour rendre hommage. À sa mère d'abord, qui avait tout enduré, mais aussi à une autre personne, quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment nommé à voix haute devant les autres, mais qui avait joué un rôle silencieux, constant et profondément décisif. Elle s'entraîna pendant plusieurs semaines. Chaque midi, elle restait dans la salle de répétition, travaillant sa respiration, sa posture, le phrasé des mots qu'elle connaissait pourtant par cœur. Son professeur la laissait faire, respectant ce mélange de rigueur et d'intériorité. Il ne la complimentait pas exagérément. Il se contentait d'être là, d'accompagner avec le piano et de noter les progrès subtils qu'elle faisait à chaque séance. Laurent, pendant ce temps, suivait de loin. Il avait été informé de la date du concert par l'assistante sociale, qui lui avait demandé s'il souhaitait venir. Il avait d'abord hésité. Il ne voulait pas perturber l'équilibre qu'Élise avait trouvé. Il ne voulait pas être ce regard qui met une pression, qui rappelle un passé difficile. Mais l'idée de l'entendre chanter à nouveau, cette fois non plus sur le pavé froid, mais sur une scène éclairée dans un cadre protégé,
le toucha profondément. Il accepta l'invitation, discrètement, sans prévenir Élise. Il prit place dans la salle le soir du concert, dans un coin sombre, vêtu simplement presque invisible parmi les autres spectateurs. La salle était pleine. Les premières prestations s'enchaînèrent, un trio de cordes, une scène de théâtre, une lecture poétique. Puis vint le moment d'Élise. Elle monta sur scène lentement, seule, une lumière douce l'éclairant d'en haut. Elle portait une robe simple, blanche, que sa mère avait retouchée à la main. Elle s'arrêta devant le micro, inspira profondément et regarda le public sans trembler. Avant de chanter, elle parla. Sa voix, légèrement amplifiée par le micro, était calme, posée, étonnamment mature. Cette chanson, je l'ai chantée pendant longtemps dans la rue, pour ma mère, pour qu'elle puisse guérir. Ce soir, je la chante pour 2 personnes. Ma mère, qui m'a tout appris, et quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'a vu quand personne d'autre ne me regardait vraiment. Il n'y eut aucun nom, aucune explication supplémentaire. Puis, sans attendre d'applaudissements, elle commença. La musique débuta au piano, doucement, et sa voix s'éleva dans la salle. Elle était à la fois semblable et différente de celle que Laurent avait entendue pour la première fois. Elle avait gardé la même clarté, la même émotion brute, mais elle portait désormais une maîtrise, une assurance tranquille. Elle ne chantait plus pour survivre. Elle chantait parce qu'elle en avait le droit, parce qu'elle en avait la force, et parce qu'elle avait quelque chose à dire. Laurent, assis dans l'ombre, écoutait sans bouger. Chaque note résonnait en lui comme une mémoire familière. Il revoyait le trottoir mouillé, les passants indifférents, la petite boîte de carton. Mais il voyait aussi Alice, les souvenirs entremêlés, la douleur apaisée. Il ne pleura pas, il sourit, un sourire discret, presque imperceptible, mais chargé de sens. Il ne ressentait plus ce vide insupportable. Ce soir-là, il ressentait quelque chose d'autre. Un calme profond, une forme de paix. À la fin de la chanson, le silence dura 1 seconde de plus. Puis les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Élise inclina la tête, sans exagération, puis quitta la scène. Elle ne chercha pas Laurent du regard, mais elle savait. Elle avait senti sa présence. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle savait qu'il avait entendu. Et lui, en sortant de la salle, ne chercha pas à lui parler. Il savait que certains liens n'ont pas besoin d'être répétés. Ils existent, simplement, dans les actes, dans les silences, dans les regards. Le soir, en rentrant chez elle, Camille prit Élise dans ses bras sans dire un mot. Elles restèrent ainsi longtemps, dans cette étreinte silencieuse. Puis Camille lui souffla à l'oreille « Tu as chanté pour lui, et tu as chanté pour toi. C'était juste, c'était beau. » Élise répondit, presque en chuchotant « Je crois que c'est ce que j'avais besoin de faire, pour finir un chapitre et commencer un autre. » Et c'est ce qu'elles firent, ensemble. Pas vers une fin idéale, mais vers une vie nouvelle, plus libre, plus claire. Une vie où chanter n'était plus un appel au secours, mais une affirmation douce d'exister pleinement, sans peur.